Ça regarde des vidéos longues sur TikTok, vous ou pas? Parce qu'à la base, je voulais mettre ça sur TikTok ou sur Insta, tout ça, mais en fait, je vais pas vous mettre 10 minutes de vidéo, enfin, ça sert à rien, quoi. Bref, bonjour à tous et bienvenue dans Qu'est-ce que j'ai lu au mois de juillet, puisque tout le monde se le demande. Le concept, là, c'est de retrouver ce que j'ai lu au mois de juillet, et je suis pas sûre de me souvenir de tout. En mode, j'ai lu 500 livres. J'ai pas eu des lectures si fun que ça, en fait, je me rends compte. Je suis vraiment juste une meuf boring, en fait. En fait, c'est pas très beau, là, comme plan. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Bah, tant pis, ce sera ça. Bienvenue sur T'as lu quoi en juillet? J'ai lu quoi en juillet? Il se trouve que le mois de juillet était un mois assez important parce que je pense que je n'ai jamais autant lu cette année. Parce que vraiment, juste la lecture, à un moment, ça m'a cassé les couilles. Voilà, ça m'a saoulée, quoi. Enfin, genre, je sais pas, il y avait plus rien qui m'intéressait. Et je trouve que c'est un peu compliqué quand t'as basé ta personnalité sur le fait de lire, de ne plus lire. En fait, ça fait sens, dit comme ça, mais en vrai, ouais, je trouve ça compliqué parce que j'étais plus inspirée pour rien. Donc j'ai arrêté d'écrire aussi. Je sais pas trop bien ce qui s'est passé avec la littérature cette année, mais il n'empêche que c'est grosso modo réparé et que j'ai profité de ce petit break avec la littérature pour reprendre les classiques que j'avais jamais lus. Donc c'est dans cette mesure que j'ai commencé par lire Thérèse Raquin de Zola. En sachant que, pourquoi j'ai lu Thérèse Raquin? Parce qu'en fait, j'ai commencé à reprendre la littérature avec Belle Amie de Maupassant dans les éditions Arco. C'est parce que Arco m'a dit ah, vas-y, je t'envoie ça et tout, on fait un concours, que en fait je me suis dit bah je vais quand même lire, enfin genre c'est cool, ces 3 livres que j'ai jamais lus, autant les lire. J'ai adoré Belle Amie. Vraiment, j'ai adoré, je sais pas, le mood m'a beaucoup plu, en sachant que d'habitude, je lisais pas trop pour l'histoire ou pour me divertir, voilà. Vraiment, je suis une énorme connasse de prépa où je suis en mode genre, je vais le lire pour la littérature et pour la jolie langue. J'avais jamais pris plaisir à lire pour l'histoire. Donc, enfin, je restais dans un livre et je me plongeais dans le livre pour les sentiments, les émotions que ça me procurait, mais jamais pour l'histoire. Je me suis jamais attachée à des personnages. Et c'est en lisant Belle Amie, et je pense que c'est vraiment tout le courant réaliste et naturaliste. Zola, il est naturaliste ou quoi? J'ai vraiment un gros problème avec ça, je suis désolée. Et je pense que du coup, ces courants-là, du monde du 19e, appuient sur la complexité des personnages et l'importance de l'intrigue, etc. Enfin, c'est vraiment le concept de peindre une société. Et je pense que c'est vraiment ce que j'avais besoin de lire. Bref, donc, Belle Amie fut passée. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais lire après ça? C'était tellement un banger, je sais pas quoi lire. Et je me suis dit, ok, dans la collection des 3 livres de Arco Édition, il y a La curée d'Émile Zola. Et donc je me suis dit, bah, j'ai connaissance du concept des Rougon-Macquart. Je n'ai jamais lu de Zola. Quitte à lire La curée, autant lire les Rougon-Macquart. Et je me suis dit, bon, bah, avant de me lancer dans vraiment 20 livres, je vais juste lire Thérèse Raquin, parce que ma prof de français m'avait dit de le lire quand j'étais en première, en mode oui, est-ce que vous pouvez me donner des livres à lire, s'il vous plaît? Et elle m'avait dit, ouais, Thérèse Raquin, et j'avais fait, ok, trop merci, et j'avais jamais lu. Et donc je me suis dit, bon, bah, bonne entrée, je pense, dans Zola, et j'ai adoré. En fait, ça a grave fait scandale quand Zola il l'a sorti. Le concept, c'est, il y a Camille et Thérèse. Thérèse épouse Camille. Thérèse trompe Camille. Et Thérèse et son queumeux tuent Camille. Je vous avais dit, c'était kinky. Ça fait scandale, mais vraiment scandale. En mode genre, ah, mais elle est dépravée. Oui, she is. Et donc j'ai commencé Zola, et c'est toujours mon préféré de Zola, je crois, pour le moment. Voilà, donc Thérèse Raquin, super, il est pas long par rapport au gros pavé des Rougon-Macquart après. Franchement, je vous le conseille, en plus c'est 3€ puisque c'est les classiques chez Folio. Ça m'a donc donné vraiment envie de lire Zola, et je me suis dit, au lieu d'être débile et de me manger 20 romans de Zola les uns après les autres, je vais simplement les coupler avec d'autres auteurs. Donc, Zola étant lu, je me suis dit que j'allais lire La végétarienne de Hong Kong, prix Nobel 2024.
Et déjà parce qu'à la base, je devais le lire avec le canal Insta en mode book club, mais je ne sais pas tenir mes engagements, donc je l'ai lu seule. Et j'ai vraiment pas trop aimé. Le concept, c'est une fille qui devient végétarienne malgré elle, non par principe ni autre chose. Simplement, vraiment, c'est un dégoût, mais qu'elle incarne en fait au niveau du corps. On va changer de point de vue narratif à chaque chapitre, entre guillemets. Si bien que j'ai cru que c'était des nouvelles au début. Donc tout va s'orienter autour du personnage principal. J'en garde un souvenir, donc... mais ça m'a pas donné envie de lire d'autres de ses livres. Mais après, je pense que c'est de très bonne qualité, c'est simplement pas mes goûts. Bref. J'ai commencé donc les Rougon-Macquart, en sachant qu'il y a 2 façons de lire les Rougon-Macquart, même 3, qui est donc la date de sortie, la date aussi de narration, et enfin Zola a dit. Et je lis donc ce que Zola a dit. Donc, selon l'ordre zolesque, ça commence par La fortune des Rougon, puis c'est son excellence Eugène Rougon, puis la curée, puis l'argent, puis le rêve, et après je ne sais pas parce que je suis pas aussi loin que ça. C'est le début du commencement des Rougon et Macquart, donc vraiment tu as l'ancêtre Rougon, l'ancêtre Macquart, et Adélaïde évidemment. Et donc, en vrai, je suis assez contente d'avoir commencé dans cet ordre-là parce que ce qui est le plus terrifiant dans la Rougon-Macquart, c'est la généalogie. Et au moins, comme l'illustre parfaitement la couverture folio, je pense que c'est vraiment les racines de l'arbre. Et en vrai, ça m'a un peu saoulée parce que ça se passe pas à Paris. Non, en vrai, ça se passe dans une petite ville près de Aix, en plus que je connais, puisque j'y habitais. Et c'est chouette. Et c'est hyper cool pour tout comprendre, je pense, parce que j'avais quelques noms comme ça, mais enfin, vraiment, ça m'intéressait pas du tout Zola, donc voilà. Mais c'est cool, mais vraiment, ce livre, je pense, c'est vraiment les racines et des Rougon-Macquart, donc au niveau familial, et du contexte historique aussi, parce qu'on se passe sous le Second Empire. Et donc, t'as toutes les révolutions. Écoutez-moi bien, je ne comprends rien. Je n'ai jamais étudié Napoléon de ma vie. Si bien que parfois, je confonds encore Napoléon Ier et Napoléon III, ce qui est problématique. Mais j'ai regardé des vidéos de Nota Bene, je vous jure, et vraiment, je comprends pas. Bref. Trop bien. En vrai, c'était cool. Par contre, ce qui est assez ouf avec Zola, c'est que c'est vraiment des énormes pavés, et je pense que je n'ai jamais lu... Enfin, j'ai jamais lu autant de pavés à la suite. À chaque fois, je suis en mode, je prends une pause parce que... voilà. Mais là, ça se lit bien. Et c'est ouf de dire ça se lit bien, alors qu'à la base, vraiment, je me fais chier rapidement. Et là, je ne me suis pas fait chier, donc c'est super. Je m'attache au perso aussi. Bref. Qui dit Zola dit un nouveau livre. J'ai lu Une vie de Maupassant, c'était nul. Oh, j'ai oublié de dire que j'avais lu Flaubert. Je l'ai oublié. Les Tentations de Saint-Antoine, c'était tellement nul. J'ai oublié, d'accord. Donc j'en parlerai pas, c'était vraiment trop nul. Bref. Une vie, écoutez-moi bien, c'est Madame Bovary, mais en nul. Voilà. Non, en vrai, je me souviens même plus du nom du personnage. Ah bah si, Jeanne. Jeanne! Je vous jure, ça me saoule, c'est vraiment chiant. Enfin, et sachez, en plus, parce que je rappelle, j'ai adoré Belle Amie, je me suis dit, mais Maupassant, quel banger, je le connaissais que pour la Horla. Il doit être super en réaliste. Nul! Nul. Seule Belle Amie était bien. Et vous allez voir à la fin, parce que le dernier que j'ai lu, c'était encore un Maupassant. Je vous jure, je lui donne ses chances à Maupassant, mais il fait que me décevoir. Vraiment, ça me saoule, c'était nul. Ensuite, le deuxième des Rougon-Macquart, son excellence Eugène Rougon. Son excellence Eugène Rougon, c'est sous Napoléon III, je crois. Et c'est Eugène Rougon, donc en gros, c'est l'aîné des Rougon. Voilà. En gros, on a Adélaïde, elle a eu 2 queumeux. Donc Rougon et Macquart, et la lignée de sang entre guillemets c'est Rougon, et Eugène Rougon c'est le plus grand des Rougon. Je crois que je n'ai pas sauté de génération, mais je ne suis pas sûre de ce que je dis. Eugène Rougon, il monte à Paris, il devient riche et célèbre et hyper en mode politique, etc. C'est sa story time, vraiment c'est son storytelling. En sachant que ce qui est chouette, c'est que toutes les personnes se retrouvent dans les livres. C'est pour ça que Zola dit de les lire comme ça, c'est parce que là, du coup, je vais avoir Eugène Rougon, mais pour la curie, ce sera Aristide. C'est trop cool, je trouve, de fixer sur un perso, puis après de le voir évoluer dans d'autres
roman où le perso principal n'est pas lui. Enfin, c'est hyper intéressant, vraiment, la recherche des personnages. Enfin, vraiment, Zola, la manière dont il écrivait, c'est vraiment un fou furieux. C'est-à-dire que il a fait vraiment un travail presque d'historien, où en fait, il avait tous les jours des journaux, et donc il va vraiment inscrire son intrigue dans le contexte historique. Mais pour inscrire quelque chose dans un contexte historique, il faut s'y connaître très très bien au niveau de l'historicité des choses. Et donc il a pris appui sur des vrais faits. Un moment, je crois, dans son Excellence Eugène Rougon, il y a le baptême du prince de l'Empire. Il y a des personnages, enfin des persos historiques qui y étaient, et il y a une note de bas de page qui dit oui, alors Zola il s'est trompé parce que telle personne n'a pas vraiment assisté, mais comme il a pris date du journal de ce jour-là, il ne savait pas encore, enfin, ça ne voulait rien dire ce que j'ai dit. En gros, il s'appuie sur des journaux, et ça, c'est ouf. Excellence Eugène Rougon, pareil, à chaque fois, les Rougon-Macquart pour l'instant, mais c'est parce que je suis pas tombée sur les pépites, vous savez, ceux que vous connaissez en mode Nana, etc., Germinal, etc. Je suis pas encore tombée sur les notables. Donc j'ai toujours l'impression que c'est une histoire un peu de fond pour mettre en valeur ceux d'après, ce qui est peut-être pas la bonne manière de lire. Donc ça se lit bien, c'est cool, mais c'est pas un coup de cœur. Voilà. Mais je suis contente de les avoir lus, plus c'est encore des pavés et je les lis correctement, enfin je les lis bien quoi, donc c'est que c'est pas nul. Ensuite, donc qui dit Zola, dit autre auteur, j'ai lu pour la première fois de ma vie de la littérature hispanophone Mario Vargas Llosa, qui est un auteur péruvien, je crois que ça se dit comme ça, je suis presque sûre. Tour et détour de la vilaine fille, c'est l'histoire d'un boug qui rencontre une fille dans les rues péruviennes qui en tombe follement amoureux, et partout où il va juste retrouver cette meuf qui est un peu en mode une vilaine fille quoi. J'aime beaucoup l'écriture, j'adore encore plus la description des pays, mais presque un peu redondant. Voilà. C'est vraiment, il va dans des pays, puis il la retrouve, puis tu sais que le prochain pays qu'il va visiter, comme par hasard, elle va être la meuf d'un des mecs haut placés, et hop, c'est elle. Alexa, stop. Donc c'est presque un peu facile des fois et redondant, d'autant que j'ai écouté un podcast France Culture sur la vie de Llosa parce que j'étais en mode trop cool, j'adore les sensations que ça me fait, je vais probablement relire un livre de Llosa, mais quand je suis allée en librairie c'était des énormes pavés et j'avoue j'ai un peu la flemme d'enchaîner pavé sur pavé quand même. Et donc il se trouve que c'est un peu sa vie et moi j'ai un peu du mal avec les auteurs qui racontent leur vie. Après, c'est normal que en fait, tu t'inspires de ce que tu as vécu pour écrire, ou alors tu es très très bon. Enfin, je serais incapable d'inventer complètement quelque chose. Mais il me semble que tous ces livres se construisent autour d'un même contexte. Je sais pas. Je pense que j'aime beaucoup Llosa, mais je pense que j'ai pas encore trouvé le livre qui va me dire « Ah, j'ai adoré ». J'ai aimé, mais j'ai pas adoré. Mais j'ai passé un bon moment et ça m'a donné envie de lire d'autres Llosa. C'est pas la végétarienne, quoi. Bref. Le retour des Rougon-Macquart, La Curée. Et donc, c'est l'édition dont je vous parlais tout à l'heure. Encore une fois, j'adore. Mais enfin, plus qu'un copain, je trouve que Arco, c'est super, quoi. Bref, qu'importe. La Curée, donc, Aristide Saccar, frère de Eugène Rougon. C'est chouette. J'ai aimé beaucoup parce qu'en fait l'histoire ne tourne pas vraiment autour de Saccar, mais plutôt entre René et Maxime. René et son épouse de 20 ans, sa cadette, et son fils. Vraiment trop bresson. Enfin, en gros, Storytime, c'est l'histoire de son ascension de Saccar, mais c'est surtout, je crois, l'histoire donc de sa femme et de son fils qui ont eu une liaison. Et en fait, son fils vient d'un premier mariage. Attendez, faut que je vous montre parce que c'est bizarre et en même temps c'est bizarre des deux côtés. Je m'explique. La fille, quand il se marie avec Saccar, elle doit avoir 18 ans. Je crois qu'elle a 18 ans tout juste. Son fils, il a 14 ans. Ils ont donc 4 ans d'écart. Mais donc, le fils de Saccar, Maxime vient d'un premier mariage. D'accord ? La meuf, elle est morte, il s'est remarié, bref, voilà. Donc, sa belle-mère n'a aucun lien de sang avec Maxime. Et donc, ils font des trucs, bref, c'est incestueux, mais elle a genre 30 ans d'écart avec son mec.
Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est bizarre parce que je sais pas ce qui est le plus bizarre entre le concept de pécho son beau-fils, mais qui n'a rien à voir au niveau du sang, mais où ils ont 4 ans d'écart, ou qu'elle soit avec un queumeux de 30 ans de son aîné. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Vraiment, j'étais en mode Parce qu'il y a un moment, Maxime, il arrive, il est en mode genre OMG, tu as un homme chez toi, René. Et René, il est en mode genre hélas, non, je te mens, je dis pas que c'est ton père parce que moi je trouve ça horrible et honteux. Vraiment, René est simplement genre, horrifié par ce qu'elle fait. Et Maxime, il est en mode genre ouais, t'es vraiment une grosse connasse, je me tire, pas cool. Et plus tard, René lui dit en fait, c'était ton père. Et Maxime il est en mode genre ah bah t'aurais dû me le dire plus tôt, y a pas de galère. Mais parce que c'est plus bizarre pour une femme de l'époque qu'elle couche avec quelqu'un d'autre que son mari ou son premier amant, du coup, plutôt que son époux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je suis pas très claire, mais j'étais un peu en mode Maxime, secoue-toi. Trop bizarre le concept. Bref, donc c'est le dernier que j'ai lu des Rougon-Macquart. En ce moment, je suis en train de lire L'Argent, mais je viens tout juste de commencer, donc je ne peux pas vous dire ce que j'en pense. Bref. Est-ce que je vous redis que j'ai été déçue ou pas? Si je classe les mots passants, Belle Amie, Pierre et Jean, et vraiment très en bas, Une vie. Voilà. Donc Pierre et Jean, c'est l'histoire de deux frères. Un frère qui hérite de la fortune d'un gars lambda, qui en fait se trouve... Je sais pas si je spoil, attention je spoil. Qui en fait se trouve être son daron. Bref, sa mère elle a trompé son père, blablabla. Et donc c'est une histoire de jalousie. Et en vrai, ce qui est intéressant, c'est... de toute façon, la préface est très connue de Pierre et Jean au niveau du réalisme. Et effectivement, c'est hyper intéressant au niveau du réalisme parce que donc Pierre, qui est le vrai fils, et Jean, qui en fait est d'un adultère. Pierre est médecin, et c'est un peu intéressant parce que donc la jalousie naît de chez lui, donc c'est un peu le personnage principal entre guillemets, et donc il va avoir une vision, un point de vue vraiment de médecin par rapport à la situation, aux gens, etc. Enfin, c'est très intéressant au niveau du réalisme, mais j'ai compris que page 20 que c'était Jean était un fils illégitime et il était en mode genre oh mon dieu, on va souiller notre mère en acceptant l'héritage. Au pire devenez riche et arrêtez de nous casser les couilles. Je pense que c'est parce que je lis Maupassant en même temps que Zola et que bah il y a un peu un truc qui se crée, je sais pas trop. Et comme je le mets aussi en relation avec Flaubert, parce que Flaubert est un peu son idole, entre guillemets, et que je trouve ça moins bon que Flaubert, mais j'ai tellement aimé Belle Amie. Je suis vraiment mitigée sur Maupassant, je pense que je vais continuer à lire Maupassant jusqu'à trouver une autre pépite en me disant « Ah, mais voilà, j'avais raison de continuer de lire ». Enfin, donc rien à voir avec la littérature, entre guillemets, je suis en train de lire Qu'est-ce que le français de Patrick Charodeau. En gros, c'est un classique Garnier, domaine linguistique, parce qu'à la rentrée, je vais en gros en linguistique. Et le problème étant que je n'en ai jamais fait de ma vie, donc je me suis dit, bah, je vais peut-être rattraper le retard. Et donc je me suis dit, bah, c'est pas mal de lire un essai qui explique. J'ai lu la moitié, ça me gonfle. En vrai, ça me gonfle un peu. Il y a des positions qui sont un peu border, je trouve. Parce que parler de la langue, effectivement, c'est parler aussi de la politique, en fait. On ne peut pas avoir une vision de la langue sans avoir quelque chose de politique derrière. J'ai rencontré la linguistique avec les linguistes atterrés et je suis pas mal d'accord avec ce qu'ils disent. Ce qui fait que, donc en fait, le travail généraliste, je l'avais déjà fait, c'est-à-dire que le livre va vraiment dire des généralités pour vous apprendre 2-3 trucs si vous n'avez aucune connaissance en linguistique, donc c'est sympa. Maintenant, c'est des choses que je savais déjà en n'ayant pas fait de linguistique, donc je suis pas sûre que ce soit super. Ça m'ennuie un peu, il est un peu pompeux, enfin c'est vraiment très universitaire, mais je l'ai pas fini, donc pour l'instant je peux pas vous dire si c'était utile ou pas. Pour l'instant, je veux dire, on a parlé du franglais, de l'écriture inclusive, DAG, j'ai compris. Voilà quoi. Tout ça pour dire, voilà les livres que j'ai lus en juillet. Le best is Thérèse Raquin, je pense. Le moins best is La végétarienne, je pense. Quels sont les livres que j'ai envie de lire ce mois-ci, en sachant qu'il faut que je travaille et que je trouve un sujet de mémoire. Voilà ce que j'ai acheté, en sachant que je vais continuer le concept, je pense,
d'alterner Zola et un autre auteur. En ce moment, je suis en train de lire L'Argent de Zola. Le prochain que je vais lire, je pense que c'est Les choses humaines de Karine Thuil, parce que j'en ai marre des hommes. Vraiment, Pram Dog, ça me gonfle. Et pourquoi pas un peu de contemporain, parce que j'ai pas l'habitude. On m'en a dit que du bien, donc pourquoi pas. Ensuite, je vais lire Le Rêve de Zola. C'est le 6e de Zola, selon l'ordre de Zola. Puis après, je verrai ce que je choisis entre La condition humaine de André Malraux. D'ailleurs, fun fact, le saviez-vous, c'est le premier livre, après le 2, c'est L'étranger, qui a été édité en folio. Bref, donc, les conditions humaines, Anatole France, Le Lys rouge. Les 3, je n'ai jamais lu de livre, les 3 auteurs, encore des hommes, je n'ai jamais lu rien des 3 auteurs. Donc c'est un peu le concept de découvrir. Puis Notre-Dame des Fleurs, en fait je vous montre la tranche mais vous vous en foutez, de Jean Genet, parce que j'ai donc jamais lu Jean Genet. Et pourquoi pas finalement. Puis à côté, en simultané, j'ai envie de dire, je vais relire Le Mythe de Sisyphe, puisque j'aimerais faire mon master là-dessus, et lire quelques essais ou de linguistique ou de philosophie au niveau de Camus. Et voilà. Et vous, qu'est-ce que vous avez lu ? Et qu'est-ce que... Oula, je suis en train de tout casser. Et qu'est-ce que vous avez prévu de lire en août ? J'espère que la vidéo vous a fait kiffer. J'aimerais bien vous dire que je refais ça pour le mois d'août, mais en vrai, je n'en sais rien. Non, en vrai, oui, allez, on essaye. Bref, ce fut un plaisir. Mon téléphone n'a plus de batterie et je dois aller déjeuner, donc je vous laisse. Bisous!